La mondialisation et les impératifs de développement et de performance placent les États et les entreprises face à des défis multiples. Recherche de compétitivité globale, renforcement du tissu productif national, développement des petites et moyennes entreprises, création de richesses et d'emplois, réglementation des secteurs économiques. Pour donc apporter un éclairage sur ces grands enjeux nationaux et bien sûr internationaux, Seydou Souley reçoit dans le Café économique des intellectuels, des patrons d'entreprises et hommes d'affaires avertis, des personnalités politiques et acteurs de la société civile. Rendez-vous donc chaque semaine, tous les vendredis, de 22h15 à 23h15 sur Dunia TV pour votre Café économique. Le Café économique avec Seydou Souley, votre émission pour comprendre mieux le monde de l'économie et des affaires. Cette émission vous est offerte par Agripo Focus, réseau de promotion de l'entrepreneuriat agricole au Niger. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du Café économique. Pour ce premier numéro de la deuxième année du Café économique, j'aimerais d'abord remercier tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis depuis un an et aussi tous les invités qui ont marqué tout au long de l'année cette émission, parce que cette émission, c'est aussi grâce aux invités, aux téléspectateurs qu'elle existe. J'aimerais particulièrement remercier les invités de cette émission, les acteurs économiques, qui ont témoigné à l'occasion de la célébration du premier anniversaire du Café économique, le numéro spécial que nous avons réalisé. Ces numéros-là nous a beaucoup marqué ici à la télévision Dunia. Vos analyses, vos remarques et suggestions nous ont beaucoup touchés et nous ferons de notre mieux pour les prendre en considération dans les prochaines émissions qui arriveront pour la deuxième année. Merci à vous tous et restez toujours avec nous. Nous ferons de notre mieux pour vous servir comme il le faut. Alors, pour ce premier numéro de l'année 2 du Café économique, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau des invités. Il s'agit de Mahamadou Yahya, coordinateur du programme Appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole au Niger, et Madame Liman Aminatou, qui est présidente de la Fédération des femmes transformatrices du Niger et qui est aussi directrice d'une entreprise de transformation de céréales qui s'appelle Entreprise de transformation de céréales. Le nom commercial, c'est cela. Alors, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de cette question essentielle qui est la transformation des denrées alimentaires, la transformation des céréales au Niger, notamment comment est-ce qu'au Niger on peut développer une industrie agroalimentaire, quelles sont les contraintes liées aujourd'hui au développement des unités de transformation dans notre pays. Voilà, grosso modo, c'est dont on va parler ce soir. Nous avons été sur le terrain, rencontrer Madame Liman dans son entreprise, voir comment elle travaille. Nous allons aussi faire le commentaire de ce travail-là et voir ensemble les images. Donc tout de suite pour commencer, j'aimerais quand même commencer avec M. Yahya, parce que Madame Liman, on a pu la rencontrer dans son lieu de travail, mais M. Yahya qui fait l'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole, j'aimerais vous poser la question suivante. Aujourd'hui, quel est l'état de l'entrepreneuriat agricole au Niger? Est-ce que nous avons des gens qui, de plus en plus, s'investissent dans ce secteur pour essayer d'entreprendre? Merci de l'opportunité que vous nous donnez quand même pour traiter de la question de l'entrepreneuriat agricole dans sa globalité, mais aussi de permettre aux téléspectateurs du groupe Dunia d'apprécier le travail que vous êtes, en tout cas, que vous nous permettez de dire aux yeux de ces téléspectateurs-là, mais aussi de rendre compte au public que quand même
comme on a l'habitude de dire, dans l'obscurité la plus totale, il y a toujours une lueur d'espoir qui permet quelque part d'espérer et de souhaiter à ce que les choses évoluent. Ceci étant, je peux vous dire que le programme que j'ai l'honneur de piloter, qui est un programme accompagné par un regroupement d'organisations néerlandaises, piloté au Niger par Oxfam Novib, et qui a aussi avec lui des organisations de producteurs qui sont des organisations du pays, comme des organisations comme Morban, que les gens connaissent, comme AREN, que les gens aussi connaissent, comme FICOPRI, qui est une structure qui est sur le riz, et comme aussi des organisations comme la FCMNIA, qui est quand même une organisation connue de maraîchers, mais aussi des collectifs d'organisations comme la plateforme paysanne, le réseau des chambres d'agriculture, je dirais. Donc il y a tout un monde autour de cela qui essaye de se fédérer pour donner un sens à l'entrepreneuriat. Vous savez, dès qu'on dit projet, très souvent, on voit l'assistanat, on voit des enjeux d'assistance. Ici, l'enjeu, c'était de travailler avec les producteurs pour qu'ils apprécient par eux-mêmes la valeur de leur entreprise. Quand je dis la valeur de leur entreprise, c'était que le producteur d'abord comprenne et accepte que son champ c'est son entreprise. Parce que quand on dit entreprise, très souvent on voit quelque chose de grand, d'inaccessible. Alors que l'entreprise, c'est ce qui te permet de planifier tes moyens de survie. C'est l'entreprise qui te permet de t'organiser, de programmer, de planifier. Or, le producteur, c'est son champ, c'est son jardin, c'est sa vache, n'est-ce pas? C'est tout ce autour de quoi il est qui lui permet de dire, ah, je m'organise à payer mes impôts, je m'organise à marier mon fils, je m'organise à faire le baptême, ainsi de suite. C'est son entreprise. Il fallait travailler avec les producteurs pour qu'ils acceptent que c'est ça l'entrepreneuriat agricole et qu'il n'y a que l'entrepreneuriat agricole comme source ou comme facteur dynamique, j'allais dire, de développement de leur activité. Mais, alors, la question fondamentale que j'aimerais vous poser, vous dites que vous travaillez pour que le producteur nigérien comprenne que son champ, c'est son entreprise. Alors, pour que cela se fasse, il faudrait aussi qu'il soit dans une logique économique. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, où la plupart de nos producteurs produisent pour manger, est une situation qui permettrait d'aller vers cet état d'esprit dont vous parlez? J'avoue que ce n'est pas chose facile, mais ce n'est pas aussi tous les producteurs qui produisent que pour manger. Quand vous prenez quelqu'un qui a son jardin, qui produit de la tomate, il ne la produit pas que pour manger. Il produit aussi pour qu'elle soit sur le marché. N'oubliez pas que le Niger, quand même, est le deuxième producteur d'oignons. Et alors, on ne produit pas ça que pour manger, on produit aussi pour alimenter le marché. Le mil qu'on produit, on voit bien que on voit toujours du mil qui se vend. Donc, il y a toujours derrière cette production, cette notion de produire pour manger, quand même produire aussi pour faire face à certaines contingences de la vie. Et c'est en cela que ta parcelle de production constitue aussi ton entreprise. Donc c'est pourquoi il fallait travailler avec ces producteurs-là, d'abord pour qu'ils apprennent cette notion-là. Sortir du tout humanitaire, sortir du tout assistance. Parce que quand tu produis, tu es autonome. Oui, mais justement, cela aussi suppose que ces producteurs-là soient appuyés à savoir gérer, à avoir une logique de gestionnaire. C'est-à-dire que vous dites, je paie mes impôts avec mon champ, je marie mes enfants, ainsi de suite. Mais tout cela, ça reste aussi la gestion du quotidien. Comment est-ce que vous faites pour que ce producteur puisse raisonner en termes de développement, en termes long terme? Aujourd'hui, j'ai un champ de 10 hectares, je produis, je développe, demain j'aurai un champ de 100 hectares. Est-ce que ça arrive, vous arrivez à inculquer ces valeurs entrepreneuriales aux producteurs que vous connaissez? Un des rôles qui est le nôtre, bien entendu, c'est d'accompagner tout cela avec ce que
communément on appelle renforcement de capacité, c'était de voir la gestion de l'entreprise, l'élaboration des plans d'affaires, c'est qu'on appelle certains business plans, donc permettre aux producteurs d'avoir à la fois des compétences mais aussi des capacités, et aussi de valoriser tout ce qu'il y a comme expérience, expertise propre. Et un des facteurs importants dans cette dynamique-là qui est l'accompagnement, donc le renforcement des capacités qui se fait à la carte, parce que les producteurs ne sont pas au même niveau de développement. Donc il faudra créer les conditions pour que cette mayonnaise puisse être une mayonnaise qui prenne et permettre à chacun, en fonction de son niveau de développement, de bénéficier d'un accompagnement. Cet accompagnement, il est à la fois, j'allais dire, renforcement des capacités en termes d'acquisition de connaissances, mais il est aussi toute cette vision ou ce besoin d'encadrement et dans certaines mesures d'accès à certains équipements complémentaires. Okay. Alors, justement, pour illustrer cet aspect-là, j'aimerais me tourner vers Mme Liman, parce que j'étais dans l'unité de production de Mme Liman, on en a discuté, et je lui posais la question suivante. Votre unité de production, vous avez commencé à être productrice depuis combien de temps? Elle me disait depuis 98. Oui. Et vous êtes devenu, vous êtes formalisé en 2009. En 2009. Oui. Ok. 98-2009, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé, comment ce cheminement s'est passé. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise formelle. Oui, je suis formelle aujourd'hui. Expliquez-nous comment ça s'est passé, de l'informel au formel, et qu'est-ce qui vous a aidé à arriver à ce stade-là? De l'informel au formel, parce qu'au début, vraiment, on était dans notre case, dans notre cuisine. Quand on fait une tia, deux tias, il faut un mois avant de le faire, et on voit petit à petit la demande ne fait que qu'accroître. Donc avec ça, on a approché une institution financière, qu'on a pris un petit crédit pour pouvoir nous formaliser et pour pouvoir avoir un stock. Combien? Ce serait bien qu'on sache, comme vous dites petit crédit, bon, vous savez, petit, ça dépend de qui le dit. Hein. Là, pour quelqu'un, 100 millions, c'est petit. Non, on n'a même pas atteint 20 millions. On n'a même pas atteint 20 millions. Oui, pour pouvoir avoir quelques machines et un stock. Parce que le problème des transformatrices, c'est le matériel. Vraiment, parce que il y a beaucoup de transformatrices ici à Niamey, à Maradi, Zender, Saïkolo. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est les moyens qui fait défaut. C'est pour ça. Ok, donc vous avez pu avoir ce crédit-là, et ça vous a aidé à vous formaliser. Bon, expliquez-nous un peu plus, c'est quoi pour vous être formalisé? Être formalisé et avoir mon NIF, mon registre de commerce, et avoir quelqu'un qui va me tenir la comptabilité, avoir un stock et quelques machines que vous avez vues chez moi. Oui, parce qu'avant, vraiment, j'achetais du jour au jour. Et du jour au jour, la matière première, il faut être exigeant avec la transformation. Il nous faut une matière première vraiment de qualité. Et quand on dit qualité, le prix diffère. Et vous, vos matières premières, ce sont le mil, ce sont nos céréales locales. Oui, ce sont nos céréales locales. Et sur le marché, on trouve de n'importe quoi. Alors, avec vraiment l'aide de certains projets comme Afrique Verte, INRA, ICRISAT, ils nous ont mis en relation avec certains groupements de producteurs, qu'on signe des contrats et nous livrent la matière première de bonne qualité. Et comme la qualité a un prix, on l'accepte. Parce qu'on sait que vraiment on aura un céréale de bonne qualité, une céréale de bonne qualité. Ok. Oui. Donc, justement, en vous écoutant, vous posez la question principale qui est celle des moyens. Et je reviens vers M. Yahya, qui, lui, son travail, justement, c'est d'accompagner les producteurs à pouvoir se développer sur le chemin de l'entrepreneuriat. Alors, expliquez-nous clairement quel type d'accompagnement vous offrez. Quelles sont vos offres d'accompagnement? Bien, mais jusqu'à présent, en fait, comme je vous disais, on travaille avec des groupes organisés. Et
ce groupe organisé avec lequel on travaille sont membres des structures que je venais de dire, que sont Mourban, Arène, FICOPRI, FCMNIA, collectif des associations pastorales comme le CAPAN, le ROCA, ainsi de suite, la plateforme paysanne. Donc, c'est ces organisations-là avec lesquelles on travaille et on appuie leurs membres dans l'acquisition. Dans la phase 1 que nous avons eu à gérer, on a accompagné d'abord les porteurs à disposer, puisque vous savez, l'amont c'est la production. Il faut qu'il ait une bonne production de qualité pour qu'on tende vers la transformation. Donc le travail qu'on a fait la première année, c'était d'accompagner la production. Quand vous partez, et sur ça, on a, sur le lait par exemple, ce qu'on a fait, on a organisé la collecte. Quand vous partez aujourd'hui à Dosso, quand vous partez à Douti ou à Gaïa, ou que vous partez ici à Kouarategui, il est souvent, vous trouvez du lait frais dans des plastiques. Et ce lait frais-là, en fait, on a accompagné des groupements à acquérir le matériel pour conserver. Parce que le lait, c'est un produit périssable par excellence rapidement. Et à Douti, à Gaïa, et tout comme à Dosso, on a accompagné cette collecte avec la mise à disposition de moyens qui utilisent l'équipement, disons, l'énergie solaire, pour agir sur les coûts, sur les charges donc, de l'entreprise, pour permettre à ces femmes à la fois de conserver, de collecter, puisqu'on a mis à leur disposition des motos pour leur permettre véritablement de collecter, de conserver, de transformer et de maintenir une chaîne quelque part de qualité, donc d'hygiène, parce que le lait en a besoin. Et quand vous prenez au niveau des producteurs maraîchers, on a quand même accompagné la production de semences de base, donc les bulbes de base, pour qu'on puisse véritablement, en ce qui concerne l'oignon, pouvoir disposer toujours de semences de qualité. Et on a accompagné la transformation avec Info via la FCMNIA sur le suivi de l'hygiène. Donc il y a des motopompes qu'on arrive à donner à certains. Pour l'oignon, quelques transformations intéressantes, par exemple comme la confiture d'oignon, je ne sais pas moi, voilà, il y a des gens qui veulent faire de l'huile d'oignon. Moi, quelqu'un m'a parlé de ça ici. Et donc tout cela est intéressant, mais ce que je voulais vous poser comme autre question, bon, là vous dites que c'est beaucoup plus de la production que vous avez accompagné de la production. Et maintenant, Madame Liman, vous êtes quand même présidente d'une organisation qui fédère les femmes productrices. Aujourd'hui, il y a combien de femmes transformatrices au Niger? Moi, l'union, la fédération, parce que c'est l'ensemble des unions de Saïkono, Zender et Niamey que je suis. Donc, à Niamey, il y a 12 groupements, et 3 unions à Niamey. À Saïkono, il y a 2. Vous pouvez reprendre 3 unions. 3 unions? Oui, les 3 unions, c'est l'ensemble de ces 3 unions qui sont à Niamey qui regroupent 12 groupements de femmes transformatrices. À Saïkono, il y a 2. À Zender, il y a 2. Oui. Alors, je vais vous poser la question suivante maintenant, parce que nous sommes partis du principe, vous le disiez aussi, que le manque de moyens est souvent le frein au développement de la transformation. Est-ce que les femmes qui sont regroupées, vous avez une petite unité, peut-être une autre en a une petite unité, est-ce que vous n'avez pas senti le besoin de vous mettre ensemble pour créer une unité acceptable de taille moyenne ou bien de grande taille? Pourquoi cela n'a pas été possible jusque-là? Les moyens en font défaut, et parce que vous voyez si vous mettez en commun vos moyens, ça ne va pas devenir un peu plus grand? Ça peut devenir un peu plus grand, mais vous savez, les femmes elles peuvent dire que moi le crédit, parce que parmi les femmes, les groupements de femmes, il y a des groupements qui disent qu'eux ne prennent pas de crédit. Alors qu'on ne peut pas avancer sans crédit. On ne peut pas se développer sans crédit. Et quoi d'autre comme raison? Parce que là, vous montrez une limite propre aux personnes. Un entrepreneur qui dit que je ne vais pas prendre du crédit, c'est assez paradoxal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme raison qui font que les femmes n'arrivent pas à dépasser l'échelle de la petite production? L'échelle de la petite production, il y a d'autres qui voient
la TVA là, ils disent que nous on produit, beaucoup d'entre elles, pourquoi elles ne veulent pas se formaliser? Parce que c'est pour ne pas payer beaucoup d'impôts et la TVA. Alors que étant dans son coin, il y aura beaucoup de demandes ou bien il y aura des appels d'offres. Si on est dans l'informel, on ne peut pas l'avoir. Il faut tout prévoir. Oui. Mais, monsieur Yahya, souvent on reproche aux projets comme les vôtres qui supportent des initiatives entrepreneuriales de créer aussi de la dépendance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont accompagnés, bon, on injecte de l'argent, mais après, normalement, un bon accompagnement, c'est qu'à un certain moment, vous volez de vos propres ailes. Est-ce que vous travaillez pour éviter ça? Et puis, si vous avez des exemples de cas, de personnes que vous avez accompagnées, qui sont aujourd'hui autonomes, qui ont une vraie entreprise qui marche, ce serait intéressant qu'on partage ce genre d'exemple. Bien, merci. Vous savez, la notion de l'entrepreneuriat agricole est très récente au Niger. Tous les projets qu'on a, c'est des projets dits de développement. Donc, beaucoup de projets quand même, comme vous l'avez dit, certes ont fait de bonnes œuvres, beaucoup de choses, mais ils ont aussi développé la dépendance. Donc, je disais tantôt, c'est d'aller vers la rupture entre cette logique de l'argent frais, de l'argent chaud. Quand tu reçois sans te battre pour en avoir, évidemment, la gestion posera problème. Aujourd'hui, à travers ce programme, on essaye, puisqu'on a juste fait une phase pour fédérer ces 2 ans, pour qu'on puisse progressivement sortir du tout pour moi, pour amener les producteurs à aller vers l'élaboration des plans d'affaires, vers la logique, j'allais dire, d'accès au financement, mais ce que madame a dit tout à l'heure constitue un frein majeur. Et il n'y a pas au Niger d'abord de banques ou de structures de microfinance, que je sache, qui acceptent le risque, qui œuvrent dans la prise en charge de risques agricoles. Mais là, c'est un risque de transformation, parce que c'est encore plus. C'est-à-dire, comme je disais, tantôt nous travaillons à un niveau micro. Micro, c'est-à-dire qu'il faudra que le producteur agricole puisse se transformer en entrepreneur tout en se disant qu'il n'y a pas de rupture entre l'agriculture familiale et l'entrepreneuriat d'une part. De l'autre, c'est de dire que c'est une chaîne. Le producteur seul a de peine à être entrepreneur. Il produit, mais il ne peut pas transformer. Ce n'est pas dans tous les cas. Il ne peut pas transformer tant que le consommateur ne donne pas de l'importance à la chose. Donc il y a toute une chaîne d'activités. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle souvent dans le développement, dans la logique entrepreneuriale, des questions d'intégration, amont ou aval. Par exemple, elle est en train de faire dans son unité, c'est elle qui fait l'emballage. Peut-être que demain, si ça grandit, vous pouvez la sous-traiter. Mais là, elle a senti la nécessité d'incorporer une activité qui n'est pas sa spécialité. Mais au moins, pour l'agriculteur, s'il est conscient de la nécessité de donner de la valeur à son produit, c'est-à-dire de participer à sa transformation, ce serait aussi une bonne chose pour vous de pouvoir l'accompagner pour passer de la production à la transformation. Je suis entièrement d'accord, mais vous savez, c'est une logique qu'on appelle la logique de chaîne de valeur. Nous avons fait appel à nos partenaires via Oxfam et on était en train de discuter avec Info sur la conservation de l'oignon transformé et on se posait la question sur l'emballage parce que la notion du marketing pour le produit ait de la valeur, il faut qu'il attire, il faut qu'il soit attractif et souvent l'emballage constitue un élément fondamental et à ce moment nous sommes en train de réfléchir avec les mêmes partenaires pour voir avec la dynamique en cours, comment agir sur l'emballage, comment créer une dynamique d'échange
avec certains pays proches de nous qui ont une certaine avance sur la question, avancée sur la question du marketing et de l'emballage pour que nous amenions, en tout cas ces transformateurs à aller dans le pas. Pour, juste si vous permettez, à dire créer cette notion aussi de partenariat entre, d'une part, les producteurs, les transformateurs, les opérateurs autres que transformateurs et les circuits de distribution, par exemple. C'est-à-dire comment aller vers une chaîne, amener les producteurs à savoir qu'est-ce que je produis, mais pour qui je le fais. Voilà. Et c'est justement cette question-là, on voulait la traiter. Pour la traiter dans son entièreté, il aurait fallu aussi inviter le ministère du Commerce et le ministère du Développement industriel. J'ai contacté le ministère du Développement industriel, mais il se trouvait quand même que nous n'avons pas eu suffisamment de temps parce que pour qu'il réponde, il aurait fallu reporter l'émission. Mais je pense qu'on va continuer le débat avec eux prochainement. Seulement pour revenir, avant de revenir sur les autres aspects, j'aimerais qu'on suive ensemble l'enregistrement que nous avons fait sur le terrain avec Mme Liman. Nous avons été dans son entreprise, nous avons vu comment elle travaille dans des conditions assez difficiles. Donc nous allons voir ça et commenter ça ensemble. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle formule du café économique. Aujourd'hui, pour l'enregistrement de ce café économique, nous partons avec vous dans les coulisses pour faire un travail de terrain. Nous sommes venus voir son cadre de travail. Elle va nous faire une visite guidée, elle va nous expliquer comment elle fait son travail. Alors cette productrice, c'est Madame Liman Amina. Madame Liman, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir reçus ici chez vous. Apparemment, c'est votre lieu de travail. C'est notre lieu de travail ici. Oui, c'est à la fois l'usine, la maison. Expliquez-nous ce que vous faites. On transforme le mil, toutes les céréales qu'on produit ici au Niger. Le mil, le riz, le sorgho, l'arachide, le fonio. Oui, en plusieurs sortes de produits. Ok. Oui, ici qu'on fait les travaux, parce que c'est ici qu'on roule le mil. On décortique d'abord le mil et après on le vanne, on lave, on fait la farine avec les moulins qui sont ici et après on vient ici pour pouvoir transformer ça en deux fois en dégué, deux fois en couscous, deux fois c'est la farine qu'on sèche pour pouvoir faire la farine de mil, de sorgho, pour la bouillie, pour le taux. Ok, donc en fait vous faites du prêt à cuisiner. C'est prêt à cuisiner, oui, facile à cuisiner. Facile à cuisiner. Oui. Alors là, je vois autour de moi des marmites qui bouillonnent. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? On est en train de pré-cuire les produits finis de mil qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait le dégué qu'on a. Mais on met ça à la vapeur pour pré-cuire, pour faciliter le travail. Et toute femme qui prend en 5 minutes, elle a déjà son dégué prêt et elle a son yaourt à côté, elle ne fait que le mettre. Je vois cette femme qui travaille avec vous, qui est en train de laver du mil. Est-ce que c'est la seule femme qui travaille avec vous ou bien il y a d'autres? Non, il y a d'autres. Elles sont 4 qui travaillent avec nous et on a 2 hommes. Vraiment, on pratique le jar. Il faut aussi qu'il y ait le jar. Même les hommes qui sont là, eux aussi, ils savent rouler. Oui. Ok. Oui. Donc, ça, c'est votre unité industrielle. Oui. Une toute petite unité quand même. Toute petite unité. Ok. Mais ça a l'air plutôt d'une maison d'habitation. Ça n'a pas l'air d'une usine. Est-ce que c'est une partie de votre maison que vous avez transformée en unité? Oui, parce qu'on avait cherché un crédit auprès d'une institution financière qui nous a permis de construire ça. Oui, avec oui. Ok. Bon, nous voulons savoir un peu plus sur ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous faire une visite guidée pour voir la chaîne de production? Oui, pour faire un produit. Et ça facilite le travail aux femmes. Parce que si on devait le faire, il faut d'abord tamiser, venir rouler, tamiser avant de mettre. Avec ça, là, c'est plus facile et vraiment à un temps, bref, on peut faire facilement finir le travail. Ok. Mais donc, alors, je ne fais pas la chaîne, ça commence par
de l'autre côté, qu'on a oui, après, vous avez ici. Oui, on vient rouler. Okay. On ramène pour pré-cuire. Pour pré-cuire et après, et tamiser. Et après, on vient, on sèche. Vous séchez. Alors, vous séchez où? Comment? Vous avez un appareil pour sécher ou bien non, on sèche au soleil. Au soleil, ok. Oui. Donc, vous allez nous montrer comment vous faites le séchage. Sécher sur le toit. On sèche sur le toit. Alors, vous allez nous expliquer quelles sont les différentes variétés que je vois ici qui sont séchées. Ça, par exemple, c'est quoi? Ça, c'est le dégué de mil. C'est du dégué. C'est du dégué de mil qu'on a fait aujourd'hui. Oui. Okay. Même l'autre, c'est le dégué qu'on a fait avant-hier avec la pluie. Oui. Là-bas, c'est le couscous. C'est déjà sec? Oui, c'est sec maintenant. Et ici, c'est la farine. Oui, de mil. Ok. La farine, ça c'est pour faire quoi? De la bouillie? Oui, pour faire la bouillie. Il faut combien de temps? Est-ce que vous les séchez en une journée? C'est la saison pluvieuse. C'est la saison pluvieuse, c'est ça notre contrainte. Avec la saison pluvieuse, vraiment on a des problèmes pour sécher le produit. Oui. Là, ça prend combien de temps? Ça va prendre 2 jours? 3 jours? Ça va prendre plus 2 jours, 3 jours avec la saison de pluie. Mais sans la saison de pluie, une journée et la demi-journée avant de finir l'autre, c'est sec. Ok. Alors, est-ce que, parce que là vous faites quand même un séchage artisanal, vous comptez sur le soleil, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de sécher? Si, il y a d'autres moyens. Mais pourquoi vous ne les avez pas? Vous avez cherché à avoir ces moyens, est-ce qu'elles sont chères? Elles sont chères et vraiment nos moyens ne nous les permettent pas pour le moment, mais on souhaite vraiment avoir ça, Inch'Allah. Parce que là, je vois une superficie assez restreinte. C'est restreint. Pour sécher, en plus, c'est sur votre toit. Limité par l'espace. Même si on veut faire en grande quantité, maintenant, même si on veut faire ça demain, si aujourd'hui on n'a pas totalement eu le soleil, on ne peut pas produire demain parce qu'on sait qu'on n'a pas où sécher et il y aura un problème de moisissure avec l'humidité qui va rentrer, donc on est obligé vraiment de limiter notre production. Mais en même temps, vous n'êtes pas à l'abri de la poussière comme ça. Tu peux avoir par exemple ici un vent de poussière. Oui, ça peut toujours. Oui, ça peut toujours. Ok. Oui. Mais alors, il y a quand même une chose. Ça, pour une production qui est vendue, ça ne paraît pas être une grande quantité. On transforme un sac de mil par jour, mais ça aussi, on peut faire plus, mais vraiment, c'est le séchage notre problème. Le séchage? C'est le séchage notre problème. Ok. Mais vos machines, ça vous permet de faire transformer combien de sacs? Est-ce qu'avec la machine que vous avez, pour décortiquer, vous avez une capacité importante? Oui, parce qu'avec la machine pour décortiquer, on peut décortiquer plus d'une dizaine de sacs. Et pour transformer en farine aussi? Pour transformer en farine aussi. Pour rouler aussi. Notre problème, c'est le séchage. C'est le séchage. C'est ça qui Vous n'avez pas d'appareil de séchage? Non, on n'a pas d'appareil de séchage. On a l'appareil de séchage solaire. Oui. Ah, vous utilisez le... On utilise le panneau. Ce panneau solaire là? Ce panneau solaire, mais ça c'est pour ça seulement. Expliquez-moi comment ça se passe. Ce panneau-là, vous le branchez à quoi? C'est branché. Peut-être maintenant avec la pluie. Ah oui, ça maintenant c'est débranché. Oui, donc vous le branchez à quoi? Espèce de ventilation. Ici en bas? Oui, en bas. Ok. Et donc, du coup, ça fait sécher? Oui, ça fait sécher. Oui, ça fait remonter la chaleur et ça sèche ce qu'il y a ici. Oui. Ok, et là ça accélère? Oui, ça accélère, vraiment ça accélère. Là, vous arrivez à sécher le dégué en combien de temps en utilisant le panneau? En utilisant le panneau, vraiment en 48 heures aussi, parce qu'il faut vraiment, on fait en sorte pour que ça soit bien sec. Ok. Oui. Il faut que ça soit bien sec. Ok. Oui. Et là, cette quantité-là, par exemple, le sac, ça vous fait combien de kilos de dégué? Si on fait ça, là, on a 60 à 70 kilos de dégué. C'est-à-dire chaque 48 heures, vous pouvez produire 70 kilos de dégué. Oui. Et 70 kilos de dégué, vous le vendez à raison de combien de kilos? 1000 francs, non? 1000 francs, il y a prix de grossiste, il y a les prix de grossiste, il y a les prix qu'on vend en détail, c'est 1000 francs. 1000 francs en détail, parce que c'est ce que j'ai l'habitude de voir sur le marché. Oui. Alors 70 kilos fois 1000 francs, ça veut dire que vous avez 70 000 chaque 2 jours.
Comme revenu. Comme revenu, mais vous n'avez pas incorporé les charges. Non, je vais dire juste ce qui arrive sans les charges. Sans les charges. Vous avez un chiffre d'affaires de 70 000 par 35 000 par jour, 70 000 2 jours. Bon, c'est pas grand chose, mais oui. Ça vous met à l'abri des problèmes d'une femme au foyer, non? Oui, ça. Vous avez un magasin de stockage où vous stockez vos produits avant de les envoyer sur le marché. Oui, oui, oui. Okay. On a un magasin. Ok, on peut visiter ce magasin-là. Il n'y a pas de problème. D'accord. Nous sommes dans votre magasin. C'est-à-dire qu'une fois que vous produisez, c'est ici que vous faites votre stockage avant que les clients ne viennent acheter ou bien que vous ne partez au marché. Alors, expliquez-nous un peu les différents produits que nous voyons ici. Alors là, je vois du fonio. Oui, c'est pré-cuit. Pré-cuit. Oui. Et là, vous achetez le fonio, vous le transformez et vous le mettez sous emballage, c'est ça? Oui, oui, oui. Le Niger ne produit pas du fonio, à ce que je sache. Vous l'importez d'où? Si. Le Niger en produit. Vers Junju. Vers Saï. Vers Douti. Doméga. Ok. Donc là, c'est du fonio local. C'est du fonio local. Ok. Oui. Et vous l'achetez, vous l'arrangez, vous le mettez sous emballage. Oui. Ok. Et là, vous produisez le fonio combien de kilos par jour? Vous pouvez produire ça? Non, parce que le fonio, c'est un produit que c'est pas tout le monde qui le connaît. Et c'est pas tout le monde qui le consomme. Parce que le fonio, c'est pour les diabétiques, selon la tension. Et il y a d'autres qui ne connaissent pas. Donc vraiment, on le produit en fonction de notre stock. Oui. Il n'y a pas une forte demande pour ça en ce moment. Il n'y a pas une forte demande pour ça. Et là, je vois du sorgho. Oui, alors, ça veut dire que là, pour faire la pâte du soir, une dame qui vient acheter ici. Oui, elle vient, c'est qui a son mari diabétique, elle vient, elle prend. Pour faire son taux, pour faire la bouillie à son mari, elle vient, elle prend, elle va. Ok. Et donc là, on voit ce magasin-là. Je vois d'autres produits ici, par exemple. C'est le dégué de sorgho. Les non-diabétiques peuvent en consommer. Ça, c'est les boulettes de sorgho. Pour la bouillie. Oui. Et ici, c'est la farine de maïs pour le taux. Pour le taux. Pour le gâteau. Oui, on peut en prendre pour faire. Et ça fait 1 kilo. Ça fait 1 kilo. Oui. Ça, c'est un autre couscous à base de... C'est le couscous à base de 3 céréales. Oui, qui est ici. Vous faites le mélange de céréales. 3 céréales. Sous forme de couscous. Sous forme de couscous. Et les gens consomment ça? Oui. Mais là, une question quand même. Je vois, il y a le sachet, vous l'emballez bien. Il y a aussi, vous faites comme tout le monde, vous mettez les ingrédients, le mode de cuisson. Vous faites cet emballage où? On le fait ici. Vous le faites ici vous-même? Et vous imprimez tout ça ici? Oui, on imprime tout ça. On peut voir comment ça se fait? D'accord. Oui, notre emballage. Qui emballe, qui soude. Oui, on a notre machine qui pèse. Oui, c'est avec ça. Vous faites la pesée avec ça? Oui. Donc vous déposez, ça fait 1 kilo, vous emballez. Oui, on emballe et on a nos étiquettes qu'on coupe. Oui, vous voyez? On coupe. Et vous mettez. Donc tout ça se fait à la main? Tout ça se fait à la main. Tout ça se fait à la main. C'est-à-dire il vous faut quelqu'un ici qui travaille, qui doit imprimer. On a vraiment, il y a un cabinet de comptable qu'on a engagé dès qu'on a commencé. On a transféré chaque fois nos pièces pour la comptabilité. C'est eux qui gèrent votre comptabilité de façon. Notre comptabilité. Malgré que c'est des produits locaux, des produits du Niger, on paye toute la TVA chaque mois. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Et est-ce que vous avez un responsable commercial? Parce qu'on n'a jamais vu de publicité pour vos produits. Mais les publicités, vraiment, pour le moment, on n'a pas ces moyens. On en veut parce que vraiment, il nous faut la publicité. Pas pour nous, même pour les consommateurs. Parce qu'actuellement, au Niger, il y a des gens qui disent que nous, on ne sait pas qu'on produit ce genre de produits. Oui, moi, c'est aujourd'hui que je le suis. Vous voyez, donc, deux fois, c'est le coût.
le coût qu'on ne peut pas supporter. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Nous avons vu les conditions dans lesquelles vous travaillez. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui font la même chose dans l'ombre, un peu en cachette, qui font ce genre de choses. Il y a beaucoup. Ok. Oui. On a eu certaines appuis vraiment avec des projets comme Afrique Verte, Iran. Vraiment, ils nous appuient, ils nous suivent. Oui. Mais en tout cas, on va continuer la discussion dans notre studio où nous allons parler de beaucoup de détails concernant la transformation des produits agricoles au Niger. Ok, après avoir suivi cet élément, j'aimerais quand même votre réaction en tant qu'accompagnateur, parce que est-ce que dans les conditions que nous avons vues ensemble, où Mme Liman travaille, est-ce qu'on peut, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ces mêmes conditions au Niger, et cela, la prochaine question corollaire, c'est de savoir est-ce qu'avec ces situations-là, on peut espérer avoir une industrie agroalimentaire au sens vrai du terme, s'il n'y a pas une volonté politique qui appuie toutes ces initiatives-là. Vous savez, moi j'ai été très content d'observer qu'il y a malgré tout des personnes qui osent et qui donnent le meilleur d'elles-mêmes pour faire en sorte que quelque chose bouge. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est ça qui a manqué et qui me ramène à vous dire, tout à l'heure vous disiez comment joindre l'attentisme ou le tout cuit pour développer. Je pense que si on doit accompagner, il est plus pertinent de travailler avec ceux qui ont fait le pas, donc qui ont de l'ambition, qui ont un objectif. C'est mieux de le faire avec ce type. Et c'est pourquoi, dans le programme que moi j'ai la responsabilité de piloter, on travaille avec des organisations, des structures organisées, parce qu'on s'est dit qu'elles sont quand même, ce n'est pas quelqu'un qui les a mis dans ces activités-là, c'est des organisations, c'est des personnes qui ont senti la nécessité de se mettre ensemble pour changer quelque chose. Et c'est pourquoi on a estimé qu'à travers ces structures-là, on peut aller de l'avant et disposer de quoi montrer demain pour dire que ça peut faire école. Et les conditions que j'ai vues, j'avoue que c'est des conditions pénibles. Mais c'est artisanal, il faut le dire. C'est artisanal, mais je pense que c'est le pas. Il faudra que quelque part, que nous, en tout cas, on va peut-être accompagner en fonction de notre capacité, mais il est important de tendre vers l'élaboration de réels plans d'affaires, aller vers des enjeux plus, je dirais, oser, tout comme on a osé dans la difficulté, oser pour atteindre quelque part un sommet qui permet d'aller là-bas. Justement, c'est ça que je voulais vous poser clairement comme question. Est-ce qu'aujourd'hui, les formes d'accompagnement même ne sont pas à repenser? C'est-à-dire qu'une dame comme Mme Liman, aujourd'hui peut-être elle a besoin plus d'accompagnement pour faire des bons choix économiques, pour mieux gérer son entreprise. Savoir, par exemple, avoir de l'apport extérieur, on peut l'aider à avoir un actionnaire qui va compléter, on peut l'aider à aller se former, je ne sais pas moi, lui créer un certain nombre de facilités en termes de fiscalité, ainsi de suite. Bon, vous, la fiscalité, ce n'est pas vous qui la faites, mais est-ce que vous allez vous focaliser votre action d'appui en matière de développement de l'entrepreneur, mais aussi pour l'aider à bien gérer ses affaires? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de venir donner de l'argent pour que la personne aille faire quelque chose, il faut aussi évaluer l'efficacité de la chose. Ce que nous allons faire bientôt, c'est de poser un état des lieux pour voir un peu quels sont les acquis existants, qu'est-ce qu'on peut consolider, qu'est-ce qu'on peut renforcer, pour voir un peu une certaine... pour mettre en place un mécanisme qui va nous permettre de faire un accompagnement à la carte en fonction du profil et du niveau de développement de chacun. Le besoin de l'accompagnement n'est pas le même entre celui qui dispose d'un mécanisme ou d'un outil déjà et celui qui cherche à acquérir le mécanisme ou l'outil. Le besoin d'accompagnement n'est forcément pas le même. Mais il faut, nous sommes au Niger,
il est important de travailler avec un certain nombre de contraintes. De par ma petite expérience, il est plus facile d'accompagner quelqu'un qui vient vers toi que quelqu'un vers qui tu pars. Oui, ça c'est vraiment la logique. Ça c'est un élément important à souligner parce que j'ai vu beaucoup d'initiatives qui étaient très bien, mais parce que tout simplement après on est venu vouloir les aider, c'est devenu une catastrophe. Donc il faudra bien que les acteurs qui nous écoutent et qui ont une quelconque ambition ou qui ont déjà une entreprise se disent qu'il est plus facile d'être accompagné quand on est à l'origine de la demande que lorsqu'on vient vers soi. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est maintenant une donnée fondamentale dans les pratiques de l'accompagnement de l'entrepreneur. La personnalité de l'entrepreneur, sa vision, son enthousiasme sont des critères déterminants. De plus en plus, les accompagnateurs le disent. Si vous n'avez pas de bonne volonté, ne comptez même pas sur nous. Voilà. Mais j'aimerais quand même revenir vers Mme Liman. Mme Liman, aujourd'hui, vous produisez une quantité assez limitée quand même pour un marché de 17 millions de personnes. Ce que vous faites, parce que vous m'avez dit que vous transformez environ 70 kilos par jour ou chaque 2 jours. Maintenant, ces 70 kilos-là, est-ce que vous arrivez à les écouler convenablement? Oui, on les écoule convenablement parce qu'il y a la demande. Il y a la demande hier. Mais comme vous savez, les problèmes du séchage qu'on a et l'emballage, vraiment on a un problème d'emballage. Pour avoir un emballage de bonne qualité et qui est adéquat à l'aliment, c'est cher. Et maintenant, il y a la concurrence qui est. Si on met nos produits un peu plus chers qu'aux produits exportés, vous voyez, les gens ne vont pas prendre ça. Alors que nous, on veut que tout le monde consomme nigérien, qu'on consomme local. Ok. Donc vous arrivez à vendre. On arrive à vendre. C'est pas un problème. C'est pas... Mais justement, il y a une chose quand même qui est paradoxale, qu'on voit tous les jours au Niger. Notre pays est un grand importateur d'arrêts alimentaires. Et quand on regarde les médias, il y a toujours beaucoup de pubs qui montrent tel produit. Bon, le plus paradoxal, c'est de voir un pays comme le Niger qui fait la pub de la viande, ou bien importée, ou bien la pub du lait importé. Bon, vous dites, vous ne pouvez pas faire de la publicité parce que vous n'avez pas de moyens. Mais, honnêtement, est-ce que vous vous êtes une fois dit, parce que la publicité, c'est pas seulement, on peut faire de la publicité aussi d'un secteur, pas seulement d'une entreprise. Est-ce que vous vous êtes réunis, vous êtes présidente des femmes productrices, vous avez dit une fois aux femmes, écoutez, nous sommes tous productrices, faisons ensemble des publicités pour la production nationale. Est-ce que vous l'avez initié? Parce que si vous voulez la faire toute seule, ça va vous coûter beaucoup, vous n'allez pas vous en sortir, mais ensemble, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Ensemble, oui, on a l'habitude parce que à des fois, au SAFEM, on fait des journées de promotion de nos produits, de dégustation des produits, la journée de la femme, on fait des dégustations. Mais là aussi, c'est parce que vous ne pouvez pratiquement rien. C'est des fois, ils sont subventionnés. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Non, le macaroni qui vient de l'extérieur, s'il est bien acheté ici, c'est parce que celui qui l'amène a mis le paquet pour communiquer autour de ça. Si vous communiquez une seule fois par mois, ou bien par an, ou bien parce que, bon, monsieur Yahya a organisé la semaine de l'entrepreneuriat agricole, vous amenez vos produits. Mais franchement, on les voit et le lendemain on a oublié. Vous ne pouvez jamais vous développer comme ça. Oui, il y a ça aussi. Donc voilà, il y a quand même des vraies questions que vous devrez vous poser. Maintenant, j'aimerais savoir, en dehors de cette question de la publicité, parce que vous avez beaucoup d'autres contraintes. En tant qu'organisation de femmes, qu'est-ce que vous faites réellement ensemble que vous soutenez mutuellement? Parce que vous avez une fédération. Oui, on a une fédération, on se regroupe, il y a une cotisation qu'on fait. Oui, chaque mois. Chaque mois. Oui. Vous faites une cotisation. Oui, qu'on met dans notre caisse. Parce qu'en cas là où, quand on va faire une dégustation, on prend dans ça pour faire. Et si
il y aura des foires à l'extérieur. On peut vraiment désigner une femme qui va aller amener nos produits. Ok. Donc en dehors de ces deux cas, vos cotisations, ça vous sert à quoi d'autre? Ou bien c'est seulement les... Non, les cotisations, vraiment, on envisage parce que l'analyse de nos produits, il faut qu'on y pense. Parce qu'il faut qu'on mette ça dans l'emballage pour que vraiment, pour qu'on ait la confiance de nos consommateurs. Et on a un projet, il faut qu'on exporte aussi. Oui. Et à l'export, s'il n'y a pas toutes ces analyses, ça ne peut pas passer. Oui, ça ne peut pas passer. Et il faut qu'on améliore notre emballage malgré tout. Alors, madame, j'aimerais vous poser une question. Parce que vous, quand même, ça fait depuis 1998 vous faites ce métier. Aujourd'hui, vous avez une unité industrielle que nous avons visitée. C'est vrai que on encourage beaucoup votre bonne volonté, hein, mais pour les standards, c'est quand même, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Est-ce que ce que nous avons vu aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'au fil de ces années, vous vous êtes développé, les choses se sont améliorées, ou bien expliquez-nous, quel est votre sentiment par rapport à ça? Oui, les choses se sont évoluées parce qu'avant, je n'avais pas ces machines qui me facilitaient. Avant, je prenais mon mille pour aller au milieu des quartiers. Là où il y a poussière, il y a sable, même si je lave ça bien, je vais amener. Et c'était pas, le moulin, c'est pas à morceau. On peut avoir des débris de métaux qui se cassent. Alors que maintenant, on a notre moulin sur place, on a notre décortiqueur sur place. Vous voyez? Oui. Et là, vous faites quoi comme chiffre d'affaires par an? Vous arrivez à combien? Parce que vous êtes 4, vous m'avez dit que vous avez 4 personnes qui travaillent avec vous. Oui. Donc vous tenez aussi une comptabilité. Oui. Là, ça veut dire que vous connaissez ce que vous gagnez. Oui. Vous ne voulez pas le dire. Non. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais c'est quand même intéressant de savoir, pour les femmes particulièrement, il y a une question qui revient tout le temps. C'est la question de la formation et du niveau. Parce que pour être entrepreneur, il faut quand même aussi avoir un certain bagage. C'est-à-dire, dans des petites unités, vous êtes la directrice, vous êtes aussi la secrétaire, vous êtes la productrice, vous êtes la l'usine, vous avez plusieurs casquettes. Mais il faut quand même, pour développer les choses, avoir de bonnes compétences en gestion. Vous avez l'habitude d'aller vous former dans le domaine de la gestion. Par exemple, vous pouvez lire un bilan, comprendre quelque chose dans un bilan. Oui, un peu. Mais si votre comptable vous amène le bilan ou bien la balance de votre entreprise, vous pouvez lire, comprendre les chiffres qu'il vous donne. Oui, parce que on a suivi plusieurs formations avec même l'Afrique verte, nous avons plusieurs formations. L'INRA, il y a des projets pour MISO, il y a certains projets vraiment qui essaient de nous former sur l'hygiène, sur la comptabilité, la gestion des unités, gestion du stock et avec un suivi. Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui ont la même volonté de se former, de se développer? Est-ce que vous voyez des gens? Parce que cette question, je vous la pose parce que, bon, la formation qu'on vous offre est une chose, mais la formation où vous allez vous dire, moi, en tant que chef d'entreprise, je sens que j'ai besoin de développer certaines compétences. Vous partez, vous la payez, vous la faites. C'est comme il dit. C'est encore plus intéressant. Est-ce que autour de vous, les femmes se soucient de leur formation pour mieux gérer leur entreprise? Oui. Mais écoutez, ça c'est vraiment, je pense qu'on vit la réalité avec Madame Lima, ce qu'elle nous dit est très capital. Moi, j'aimerais juste revenir sur un document, qui est un document de Afrique verte, qui pose cette question fondamentale. C'est un document qui a été élaboré en 2008, la crise alimentaire mondiale ou l'effondrement du pouvoir d'achat. Ils mettent en fait la crise alimentaire comme étant une résultante du fait que les gens n'ont plus d'argent, suffisamment d'argent pour acheter de la nourriture. Et donc, elle disait, à cette époque-là, en 2008, il y a à travers le monde 854 millions de personnes, soit 15% de la population mondiale qui souffrent de la faim. Et 96% d'entre eux vivent dans des pays en développement. Maintenant, ça c'était la réalité en 2008. Mais sauf que ce qu'il faut qu'on analyse ensemble, ce sont les raisons qui font en sorte qu'il y a de plus en plus une spéculation sur les denrées alimentaires dans le monde.
Et la tendance est que cette spéculation risque d'augmenter au fil des années. C'est-à-dire que les prix des denrées alimentaires vont devenir de plus en plus élevés. Premier facteur qu'ils ont identifié, c'est la croissance démographique. Il y a chaque jour, en moyenne, en tout cas selon certaines statistiques, 200 000 personnes qui naissent dans ce monde. Chaque jour, il y a 200 000 nouveaux bébés. Et à l'horizon 2050, nous serons 9 milliards sur la planète. Donc, une demande en alimentation encore plus élevée. Le dérèglement climatique. Les conditions climatiques vont faire en sorte que nous ferons face de plus en plus à des catastrophes qui vont faire que la production sera dans beaucoup de parties du monde assez aléatoire ou bien confrontée à des aléas qui ne sont pas toujours maîtrisables. Et donc, il peut y avoir des périodes de chute de production, donc la loi de l'offre et de la demande, moins il y aura de production, les prix vont s'envoler. Troisième raison, c'est les raisons liées à la mondialisation, notamment l'augmentation de la facture énergétique. Aujourd'hui, le coût de transport dans certains domaines, qui est très lié aussi au coût du pétrole, impacte beaucoup sur le prix des denrées alimentaires. Le taux de change, notamment le taux de change euro-dollar. Le soutien aux agriculteurs des pays du Nord, les pays du Nord qui subventionnent beaucoup leur agriculture, ce qui se fait au détriment de nos agriculteurs. Donc voilà quelques raisons qui montrent que, en fait, la conclusion que dégage très clairement Afrique Vert, c'est que les pays qui ont une forte dépendance en matière alimentaire risqueront de continuer à souffrir si on ne fait rien. Donc, M. Yaya, cette analyse-là, quand même, elle est poignante parce que c'est la réalité que nous vivons au Niger. Nous avons un taux de dépendance économique très élevé, une dépendance alimentaire fortement élevée, une démographie forte. En fait, nous réunissons toutes les conditions pour que, si nous ne faisons rien dans quelques années, nous nous retrouverons avec des gens qui ne pourront pas se nourrir quoi qu'on fasse. Alors, maintenant, quelle est votre analyse aujourd'hui par rapport à ce que vous êtes en train de faire, ce travail de promotion de l'entrepreneuriat agricole? Parce que c'est ça qui peut faire un frein contre ce mauvais présage-là. Est-ce que nous sommes dans une phase où cet entrepreneuriat agricole peut nous mettre à l'abri demain? Quand je dis demain, c'est dans les 10-15 prochaines années. J'ai bien compris. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que le Niger a un potentiel important, que s'il est valorisé, il peut permettre d'accroître notre production. Si on essaie d'accroître... Et c'est quoi ce potentiel sur lequel il est comptable? Je prends... Le Niger est quand même le premier pays de la sous-région en matière de production animale. Ça veut dire que aujourd'hui, dans la logique de fait, il est inconcevable qu'on trouve du produit congelé en viande sur nos marchés. Parce que là encore, il y a un problème de transformation. Au regard de ce dont on dispose comme capital. Quand vous prenez du point de vue dans certaines régions, je vous donne un exemple. Quand vous partez dans la région de Difa, qu'on pense être une zone quand même aride, quand vous regardez ce qu'il y a comme potentiel de bas-fond, de Difa, vous descendez jusqu'à Gouré, c'est impressionnant qu'on ne soit pas en mesure de valoriser ces choses qui existent. Il fait un moment, Niamey a le fleuve, je dirais, mais Tawa avait plus de poissons. Parce que Tawa, vous avez 284 mares dans la région, de la région de Tawa, dans 84 permanentes. Alors, ça veut dire que dans ces zones, on peut produire du riz. Quand vous prenez tous ces bas-fonds, vous pouvez produire à temps plein si on fait de l'irrigation un enjeu important. C'est dire que il y a un potentiel, quoi qu'on dise, qui n'est pas suffisamment valorisé et qui nous ramène souvent à des dépendances qui ne tiennent pas, logiquement. Mais on a manqué, de mon point de vue, un certain nombre de choses. Et nous a manqué une réelle volonté politique. Une réelle volonté politique qui mettra l'accent sur l'accompagnement et la disponibilité. Et une vision
qui devrait nous permettre de dire qu'est-ce qui nous manque, qu'on dise aux producteurs, aux transporteurs, mais au fait, qu'est-ce qui nous manque. Oui. Mais justement, pour dire ça, moi j'aimerais vous poser la question suivante. Aujourd'hui, quelquefois, on a du mal à cartographier, à savoir qui fait quoi dans notre pays. Parce que si on connaît qui fait quoi, par exemple vous travaillez depuis 2 ans avec les producteurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait exactement il y a combien de producteurs dans la zone que vous couvrez avec votre programme d'appui? Et ces producteurs-là, est-ce que vous arrivez à faire en sorte qu'on identifie, on les classe en fonction de leur potentiel? Toutes ces questions-là, parce que pour que cela avance, il faut qu'il y ait aussi une visibilité de la situation. Je suis d'accord, mais je vais vous dire, peut-être qu'au niveau de certains ministères, on ne connaît pas. Mais on n'a pas connaissez ces statistiques-là. Mais vous partez dans les collectifs, dans les organisations, ils vous diront combien de membres ils ont. Elle venait de vous dire, nous avons tel nombre d'unions, tel nombre de groupements. Et elle connaît aux personnes prêtes les membres de ce groupement. Si je prends une organisation comme Urban, vous avez 40 000 membres, 50 000 membres. Quand vous prenez une organisation, moi j'aimerais bien savoir qu'un jour, Morivien vient nous dire, sur ces 40 000 membres-là, voilà ceux que j'ai qui peuvent aujourd'hui être des vrais entrepreneurs agricoles dans ce pays et faire en sorte qu'il y ait une politique nationale autour de ces gens-là pour les encourager, les motiver. Justement, je pense qu'il faut diviser la poire en deux. Il y a le fait que les organisations des producteurs jusque-là ont mis l'accent sur leur rôle de représentativité, le rôle d'accompagnement des producteurs à la base. Et de recherche de financement. Entièrement d'accord. Mais de l'autre côté, il y a absence de l'État. Il y a absence de l'État dans le sens de valorisation par subsidiarité, j'allais dire. Mais si vous permettez, allez-y. Moi, je suis dans cette dynamique, voilà, presque 20 ans, sinon plus. Je suis dans cette dynamique où je constate que l'État peut valoriser correctement les structures d'accompagnement que sont les organisations. Je vais vous donner un exemple. Depuis 1994-1993, il y a des ministères qui ont la responsabilité d'accompagner les producteurs, les transformateurs qui n'ont jamais recruté. Mais j'arrive, si vous permettez. Non, mais je vais vous dire, rappeler ce que vous me disiez à l'instant avant qu'on rentre au studio et qui pour moi était très vrai. Vous disiez que les organisations paysannes sont restées dans ce rôle-là de représentativité, de recherche de financement, mais qu'elles n'ont jamais eu une approche de droit, du syndicat de droit. Or, quand vous voulez qu'un fonctionnaire bouge, qu'il travaille, il faut réclamer, il faut avoir des propositions, il faut avoir un mode d'action pour les faire bouger. À la rigueur, le fonctionnaire, il s'en fout, il a son salaire à la fin du mois. Que vous vivez en tant que producteur ou vous ne vivez pas, ce n'est pas son affaire. Entièrement d'accord, sauf que un État qui dit je te donne un quitus, donc je t'autorise à exercer en tant que groupe, en tant que force, n'a pas de mon point de vue le droit de l'autre côté d'ignorer que tu sois là. Et c'est en ce sens que je me dis, et beaucoup de projets que l'État lui-même, étant une continuité, a mis en place, ils ont mis des organisations fortes qui ne cherchaient qu'à être dynamisées, mais chaque fois c'est un recommencement. Et quand vous prenez, je disais tantôt, des organisations de producteurs qui ont su résorber le chômage, donc qui ont recruté des compétences à leur sein. Qu'est-ce que ça peut coûter à l'État de les accompagner ou de dire je vous confie telle chose? Quand je regarde aujourd'hui, il y a un retour vers l'humanitaire. Tout le monde se rue vers l'humanitaire. Ce qui serait une catastrophe. On est en train d'endoctriner les communautés dans le sens de tiens, de reçoit. Il n'y a pas les organisations qui, de mon point de vue, si l'État
dans le cadre de sa politique, appelle ces organisations, regarde, fait l'inventaire de leurs ressources disponibles. Je suis convaincu qu'on ne peut pas parler de problème d'encadrement. Parce que ces structures regorgent des compétences, des capacités, ils ont la connaissance du terrain, ils ont les statistiques réelles. Monsieur Yaya, ça c'est vraiment un bon débat. Je pense que c'est un débat que nous allons faire, continuer dans une prochaine édition. La régie me signale que nous sommes arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui. J'aimerais vous remercier. Pour en finir, je veux vraiment qu'on fasse une campagne de consommation locale. Vraiment, il faut qu'on consomme local. Il faut que vraiment dans nos pauses café, dans nos pauses déjeuner et quand on a des invités, il faut qu'on apprenne à préparer local, même si c'est un plat. Et chez nous aussi, de temps en temps, il faut qu'on aille un jour où il faut qu'on consomme local. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Les Nigériens nourrissent les Nigériens et les non-Nigériens. Les 5N. Voilà. En tout cas, c'est entendu. Je pense que beaucoup de gens partagent ce point de vue-là. Merci beaucoup. Un exemple sur ça. Alors, un exemple sur ça. Quand vous partez ici à côté au Nigeria, dans les grands hôtels du Nigeria, vous allez trouver de la cola à la boule. De la cola à la boule. C'est-à-dire vous allez trouver tous les plats que nous appelons plats locaux, le thon, la boule, la cour. Tout ce qu'il y a comme local, vous allez le trouver. Et vous allez trouver dans le menu ce qui n'est pas local. À vous de choisir. Mais c'est une exigence institutionnelle. Pourquoi? Alors, chez nous, on n'en fera pas. Si on fait une exigence institutionnelle, on dit aux hôtels en place, c'est une exigence dans vos menus. Mais pas seulement les hôtels, il y a les achats locaux. Je me rappelle, dans le discours du président de la plateforme paysanne, de la dernière journée du paysan qui a été organisée dans l'autre régime, le plaidoyer, c'était consommons local. Voilà, nous allons fermer cette émission sur cela, consommons local. Monsieur Yaya, merci beaucoup. Madame Lima, merci d'être venue dans cette édition. Chers téléspectateurs, ici s'achève l'émission de ce soir. Je vous donne rendez-vous une autre semaine, toujours sur les questions économiques. Bonsoir. Cette émission vous a été offerte par Agripo Focus, réseau de promotion de l'entrepreneuriat agricole au Niger.